Elon Musk ce matin. Comme vous y allez, Elon Musk était un trop grand homme pour une petite question du jour. On va se concentrer sur l'une de ses entreprises, Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX, qui est le fleuron spatial de Musk. Depuis que François Bayrou s'est tourné vers Starlink pour réparer rapidement l'Internet à Mayotte, et tandis que Giorgia Meloni semble sur le point de lui confier les communications sécurisées, politiques et militaires italiennes, on s'interroge sur ce réseau. Est-il devenu indispensable? Sommes-nous dépendants? Bonjour Xavier Pasco. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions spatiales et l'auteur de La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques. C'est paru chez Talendier en 2024. Un mot d'abord de la technologie. Comment fonctionne l'Internet satellitaire de Starlink? Sur quelle innovation muskienne? Alors, la grande nouveauté de Starlink, alors qui est là depuis quelques années maintenant, mais c'est d'avoir construit un système de télécommunication en orbite basse. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'orbite basse, c'est à quelques centaines de kilomètres, et donc ça se compose de milliers de satellites. Jusqu'à présent, les télécommunications spatiales, c'était des satellites unitaires, on va dire, qui étaient à une très haute altitude, à 36 000 kilomètres, qui restaient fixes et qui faisaient essentiellement de la diffusion de télévision. Avec ces nouvelles techniques, eh bien, on peut diffuser, on peut créer de la relation Internet, et ça, c'est tout à fait nouveau. Avec aujourd'hui 70% des satellites en orbite basse qui sont dans ses mains, 7000 appareils environ. Starlink est le leader incontesté de cette solution. Amazon s'est lancé dans la course avec le projet Kuiper. La Chine aussi, l'Europe un jour. La place est-elle infinie, Xavier Pasco? Est-ce qu'il y a une limite à ces déploiements? Alors, Et si oui, qui la fixe? on ne le sait pas vraiment, en fait. On estime, aujourd'hui, les calculs, en fonction des projets qu'on estime viables, les calculs vont vers 100 000 satellites, peut-être d'ici une dizaine d'années. Alors, en fait, on n'en sait vraiment rien. Il y a des problèmes déjà qui se posent de trafic spatial, c'est-à-dire qu'on craint, à certaines altitudes, une densité trop forte avec des risques de collision, ça c'est une chose. Et puis aussi, il y a des incertitudes concernant les interférences et les brouillages possibles entre les systèmes eux-mêmes. Donc ça reste encore un point d'interrogation. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui évoluent très vite et qui permettent de traiter ces questions a priori. Et chacun peut s'installer, enfin lancer ses satellites en orbite basse. Est-ce qu'il y a une autorité régulatrice? Alors, il y a une autorité régulatrice au niveau international qu'on appelle l'Union internationale des télécommunications, mais c'est une autorité qui a surtout un regard, on va dire, a priori sur les risques d'interférence que vous pouvez créer avec votre système. Et si on ne détecte pas de risque, en gros, si vous êtes le premier à le faire, eh bien, vous avez tous les droits de vous installer. Et donc, si Elon Musk décidait d'envoyer 50 000 satellites, personne ne pourrait s'y opposer et on aurait vraiment une privatisation de C'est son l'orbite projet basse. aujourd'hui. En réalité, il a des autorisations de ces autorités nationales, donc la FCC aux États-Unis, la Commission fédérale pour les communications, aujourd'hui pour 12 000 satellites. Son projet, c'est d'en mettre 42 000 à des altitudes comprises entre 500 et 550 kilomètres. Si l'on revient sur Terre, quels sont les grands avantages de cet Internet par satellite? À Mayotte, par exemple. Alors à Mayotte, typiquement, on se trouve dans un endroit où le marché, on va dire, pour des télécommunications n'est pas énorme. Alors disposer un satellite géostationnaire au-dessus de ce point pourrait être assez coûteux en réalité, avec un système qui maille en réalité la Terre. Hein. Ces orbites tournent autour en permanence, tournent autour de la Terre. Bien, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez sur Terre, vous avez un accès aux télécommunications. Ça, c'est la grande force d'un système en orbite basse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le seul système qui existe, c'est le système Starlink. Donc, d'une certaine manière, d'un point de vue strictement technique, le recours à Starlink n'est pas quelque chose d'absolument, excessif. Enfin, c'est quelque chose qui est immédiatement disponible. Maintenant, sans doute, et c'est ce que l'Europe essaie de faire, on peut avoir des systèmes alternatifs, mais ils viendront un peu plus tard. Mais hors situation d'urgence, comme c'est le cas à Mayotte, si on compare à la fibre, Starlink, c'est Alors, mieux ou c'est moins bien? Alors, la fibre aujourd'hui, évidemment, pour les marchés que l'on connaît, et nos pays européens, par exemple, ou américains ou asiatiques, eh bien, la fibre, c'est un système terrestre qui fonctionne très bien. Alors, c'est vrai que Musk essaye depuis quelques années de convaincre en réalité que son système fonctionne au moins aussi bien que la fibre et peut s'intercaler dans les réseaux. Mais en fait, plus largement, la question aujourd'hui est de mêler ces réseaux entre eux, en fait, et de faire en sorte que l'information que vous utiliserez sur votre téléphone, ben, vous ne savez pas d'où elle vient vraiment, vous ne savez pas par où elle est passée, mais tous ces systèmes s'interconnectent. C'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. Si l'on quitte la question des particuliers pour parler des États et des gouvernements, est-ce que c'est un réseau très sécurisé? Pourquoi l'Italie de Giorgia Meloni envisage-t-elle un contrat avec Starlink pour les communications sensibles, gouvernementales, diplomatiques, militaires? Comment vous Alors, comprenez ça? c'est un peu la grande question. Il y a deux questions qui se posent à l'occasion de cet épisode italien, j'allais dire. D'abord, alors qui n'est pas terminé, hein, il semblerait que les pourparlers soient en cours, ravivés par la rencontre récente à Mar-a-Lago, visiblement entre Ce Meloni dimanche, et oui. Trump et donc Musk, in fine. Deux questions se posent. La question effectivement des communications sécurisées, Starlink, c'est pas le système
système le plus sécurisé du monde. Alors il est très robuste parce qu'il se compose de milliers de satellites et on voit bien que c'est plus robuste d'avoir des milliers de satellites plutôt qu'un seul qui serait éventuellement vulnérable. Mais en termes de sécurisation des données, bon, on peut mettre de la cryptographie, des choses comme ça, mais ça peut exister sur d'autres systèmes. Et puis l'autre question qui se pose, c'est le timing, j'allais dire, le moment choisi pour avoir ces discussions avec les États-Unis, alors même que l'Europe est en train de concevoir son propre système Iris 2 ou Iris carré pour certains. Voilà. On va y venir, Xavier Pasco, mais une dernière question sur cette sécurité. Si des communications sensibles passent par un système Starlink, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ni Elon Musk, qui quand même est un acteur qui joue un jeu personnel dedans, puisqu'on a vu qu'il pouvait couper son réseau, ça on l'a vu en Ukraine, est-ce qu'on est certain que ni Elon Musk ni l'État américain n'auront accès à ces communications? Non, pas du tout, on n'est pas certain de ça. Enfin, en général, l'entité qui opère le système a le contrôle du système complètement et voit, il n'y a pas de boîte noire pour le propriétaire. Et la réalité, c'est que sans doute, et là pour le coup, on peut faire confiance aux autorités italiennes, les informations les plus sensibles militaires, par exemple, ne transiteraient pas par ce type de réseau. Mais la frontière entre les informations gouvernementales et les informations très sensibles, tout ça est très flou et on a des messages politiques qui passent là. Vous avez évoqué Iris 2, donc le programme de souveraineté numérique européen. La Chine aussi a d'ailleurs déployé va déployer progressivement 13 000 satellites dans sa constellation Guowang. Il y a eu un premier lancement le 16 décembre. Où en est ce programme Iris carré, alors, Iris 2 le programme Iris 2 est quelque chose qui donc est poussé par la Commission européenne, qui a été poussé beaucoup sous l'initiative de Thierry Breton en réalité. Alors pourquoi? Pour faire, pour assurer une présence de l'Europe dans ces technologies-là et faire en sorte que l'Europe assure une forme de souveraineté en utilisant son propre système, parce qu'il faut savoir qu'Iris 2 va être un système particulièrement pour le coup sécurisé et privilégié pour les télécommunications gouvernementales. Alors ça a pris beaucoup de temps à construire parce que ça se construit sous la forme de ce qu'on appelait un partenariat public-privé. Aujourd'hui, les industriels ont réussi à s'arranger entre eux pour faire en sorte que des grands opérateurs, notamment Eutelsat, soient un peu les leaders en fait de ce projet du côté privé. Le défi pour Iris 2, ça va être sa construction. Ça, c'est en cours, mais ça arrive un petit peu tard, effectivement. Et le premier lancement de satellite, il devrait intervenir quand? Il devrait intervenir d'ici quelques années. Il faut quand même que les choses se mettent en place. On est sur des horizons de 4 ou 5 ans, là, pour le coup. Et la difficulté, ça va être aussi, après, de faire en sorte que ce système vive au-delà des questions, des transmissions strictement gouvernementales. Y aura-t-il un marché? C'est toute la question. Merci beaucoup, Xavier Pasco.